Texas, 1831. Le soleil de fin de saison calcinait la poussière sur les carcasses de bois du bourg. Les chevaux hennissaient, le bétail beuglait, et les hommes aboyaient les prix avec une haleine de whisky et des bottes usées. La dernière vente de bétail de l'automne touchait à sa fin, mais une foule s'attardait encore près de la porte d'un enclos où une jument baie se tenait, tremblante, les côtes saillantes sous sa peau, les flancs zébrés de sang séché. Silas Kerrigan ajusta son chapeau contre l'éblouissement, silencieux comme à son habitude. 35 ans, un homme façonné par la terre et le silence, il ne venait que rarement en ville, sauf pour des provisions ou des chevaux. Il avait repéré la jument plus tôt ce matin-là et revenait maintenant que les enchères s'éclaircissaient. Ses talons claquèrent contre l'argile tassée tandis qu'il approchait. C'est alors qu'il la remarqua. Une jeune fille, pas plus de 19 ans, se tenait juste derrière l'enclos, les cheveux collés à son visage, la robe déchirée à l'ourlet. Ses pieds nus étaient blanchis par la poussière. Elle ne parlait pas, ne pleurait pas. Ses yeux erraient sans focus, comme si elle suivait quelque chose que personne d'autre ne pouvait voir. À côté d'elle se tenait un homme avec une bouteille dans une main et une corde dans l'autre, la corde attachée non pas à un animal, mais à son poignet. « J'ai une muette, là !» beugla l'ivrogne à personne en particulier. « Sortie de ma première femme, je crois. Elle cause pas, elle entend pas non plus, mais elle nettoie, elle cuisine, et elle la ramène pas. Pas cher. » Quelques hommes ricanèrent sombrement. L'un d'eux cracha par terre. Silas se détourna. Il ne voulait pas de ça. Il était venu pour un cheval. Mais c'est alors qu'il le sentit. Pas une voix, pas un cri, juste un regard. La jeune fille l'observait. Aucune désespérance sur son visage, aucune supplication dans son corps. Juste un regard, clair, immobile, fixé sur lui. Et dans ce regard, il y avait quelque chose qu'il n'avait pas vu depuis longtemps. De la compréhension, ou peut-être le miroir de sa propre solitude. L'ivrogne s'approcha en titubant. « Toi, t'as de la monnaie. Tu veux le cheval? Elle vient avec. Je vais pas me la retaper jusqu'à la maison. Elle vaut même pas la poussière sur ses orteils. » Silas hésita. La jument gratta le sol, soufflant de l'écume par les naseaux. Le regard de la jeune fille ne bougeait pas. Il se retourna, regarda l'ivrogne dans les yeux. « Je prends les deux. » Les rires des hommes voisins furent instantanés et crus. « T'achètes du bétail ou tu te lances dans un harem, Silas ?» lança l'un d'eux. Silas ne répondit pas. Il compta les pièces dans la main de l'homme. Assez pour un cheval, pas assez pour une âme. L'homme tira la corde vers lui, mais la jeune fille tressaillit, se réfugiant instinctivement derrière Silas. « Elle est à toi maintenant, » articula l'ivrogne. « Dis pas que je t'ai pas prévenu. Elle vaut pas la peine d'être nourrie. » Silas défit la corde, la rejeta. Il guida la jument hors de l'enclos, la jeune fille marchant derrière lui à pas doux et délibéré. Elle ne tenait rien d'autre que le mince châle drapé sur ses épaules. Quand ils atteignirent son chariot, elle s'arrêta, attendit, toujours silencieuse. Il ouvrit l'arrière et lui fit signe de monter. Elle le fit, se pliant dans un coin comme quelqu'un habitué à être invisible. Alors qu'il grimpait sur le siège du conducteur, il sentit la plus légère des tractions sur sa veste. Il baissa les yeux. Ses doigts, petits, cailleux, avaient effleuré sa manche une seule fois. Elle ne le regardait plus. Son regard reposait sur les collines lointaines. Mais dans ce simple contact, il l'avait senti. Elle ne l'avait pas remercié, n'avait pas supplié, mais elle avait choisi, à cet instant,
de lui faire confiance. Silas Kerrigan, qui parlait plus aux chevaux qu'aux hommes, qui vivait seul sur 200 acres d'argile rouge du Texas, avec des clôtures pour compagnie et des cicatrices qu'il ne nommait jamais. Et maintenant, une jeune fille qui ne pouvait entendre, une jeune fille qui pourrait comprendre plus que quiconque, ne l'avait jamais deviné. Il fit claquer les rênes. Le chariot grinça et s'ébranla, les roues crissant sur la route dure qui quittait la ville. Derrière lui, la jeune fille était recroquevillée sous une couverture, le visage tourné vers le vent. Elle ne regarda jamais en arrière. Lui non plus. Le chariot roula à travers le crépuscule et la poussière, serpentant entre les basses collines et les mesquites épars, jusqu'à ce que les champs s'élargissent et que le ciel s'ouvre sur le vide du Texas. La ferme de Silas n'avait rien d'extraordinaire, juste une maison principale au toit incliné, quelques dépendances et une longue étendue de prairies où le bétail paissait sous le ciel ouvert. Mais c'était calme, propre, et pour un homme comme lui, cela avait toujours été suffisant, jusqu'à maintenant. Il aida la jeune fille à descendre du chariot, ne sachant pas si elle allait fuir ou se figer, mais elle posa légèrement le pied à terre. Ses yeux balayèrent la terre, non pas effrayés, mais vigilants, comme si elle cataloguait tout sans demander la permission. À l'intérieur de la cuisine, Silas attisa le feu et désigna la bouilloire. Elle hocha la tête et se dirigea vers elle sans hésitation, trouvant les gobelets en étain et la louche comme quelqu'un qui a toujours connu le feu et la faim. Pourtant, elle n'avait pas émis un son. Après le souper, il lui tendit un morceau de craie et tapota le chambranle en bois à côté de la table. « Non, dit-il lentement. Elle le regarda un long moment, puis s'accroupit près du cadre. De ses doigts prudents, elle griffonna un seul nom en lettres douces et inclinées. Ameline. Il le lut une fois, puis deux. Ameline, répéta-t-il à voix haute, comme pour en tester le goût sur l'air. Elle n'esquissa aucun sourire, mais se tourna et s'éloigna dans la grange assombrie. Le lendemain matin, Silas la trouva dans l'écurie, accroupie à côté de la même jument épuisée. Le cheval avait à peine mangé depuis la vente, ses pattes arrière enflées par une vieille tension. Emmeline passait un chiffon humide sur le flanc de la jument, murmurant avec ses mains. Pas des mots, pas des signes, juste le rythme prudent de quelqu'un qui écoutait avec la paume de ses mains et son souffle. Silas se tenait à la porte de la grange, les bras croisés. Il avait vu des valets de ferme expérimentés se faire ruer pour moins que ça. Mais la jument restait immobile, frissonnant à peine, et laissa la jeune fille envelopper sa jambe avec une patience tranquille. Peut-être qu'elle n'entendait pas, mais elle comprenait, ça, c'était sûr. Ce jour-là, Silas lui donna des corvées, des choses simples. Laver les planchers, faire bouillir de l'eau, nettoyer la sellerie. Elle les fit sans se plaindre, sans demander, sans un seul son. Chaque soir, il lui laissait de la craie et elle écrivait des notes dans les marges de leur monde. L'art bientôt fini, chien boite, vent sans la poussière. Il ne parlait jamais, mais le silence ne semblait pas vide, jusqu'à ce que l'orage arrive. Il commença comme la plupart des orages du Texas, lent et trompeur. Une brise chaude se leva au crépuscule, effleurant les hautes herbes comme un souffle d'avertissement. Silas jeta un œil au ciel, remarqua une ligne de nuages qui se formait au loin, mais n'y pensa pas plus. Il était dans l'étable quand elle apparut, Emmeline, pieds nus, l'air sauvage, le souffle court, mais silencieuse. Elle attrapa sa manche et tira fort. « Quoi » demanda-t-il, surpris. Elle pointa vers le haut, ses mains tremblantes. Ses yeux disaient
ce que sa bouche ne pouvait pas. Pars. Il hésita, à mi-chemin d'examiner un veau malade, mais quelque chose dans son regard le fit réagir. Elle tira de nouveau vers la porte de la grange, loin de l'enclos. Puis, ce fut le choc. Un craquement. Non, un fracas. Le monde se fendit en deux quand un éclair tomba des cieux, frappant l'arbre qui se dressait juste derrière l'étable. L'explosion secoua la terre sous leurs pieds. Des étincelles volèrent. L'arbre s'embrasa et s'effondra dans un gémissement qui ressemblait aux pleurs du ciel. Silas recula en trébuchant. Les veaux bêlèrent de terreur. La fumée s'enroula dans le ciel. Il la regarda. Emmeline se tenait figée juste devant la porte, son visage éclairé par le feu vacillant, les yeux fixes, la poitrine se soulevant rapidement. Elle avait su. Pas deviné, pas senti après que le vent se soit levé. Elle avait su avant le tonnerre, avant que l'air ne change. Silas marcha vers elle, lentement, encore à moitié sous le choc. « Comment as-tu… » Mais elle se contenta de le regarder, silencieuse, certaine. Cette nuit-là, après que le feu fut éteint et les animaux calmés, il s'assit à côté d'elle à la table de la cuisine. Pas de craie cette fois, pas de mots. Juste un homme avec ses mains sur le bois et une jeune fille qui ne pouvait parler. Et pourtant, d'une manière ou d'une autre, elle avait entendu quelque chose que personne d'autre ne pouvait entendre. Pas le tonnerre, pas le vent, mais l'avertissement au cœur du monde. Silas réalisa, pour la première fois depuis des années, qu'il n'était plus seul. Il regarda ses mains, jointes sur ses genoux. « Emmeline, dit-il de nouveau. Elle leva les yeux pour croiser les siens. Le silence répondit, et ce fut suffisant. Depuis l'orage, Silas avait commencé à prêter plus d'attention. Non pas avec suspicion, mais avec la curiosité tranquille d'un homme qui avait vécu trop longtemps dans le silence et se retrouvait maintenant face à quelque chose qu'il ne pouvait expliquer et qu'il ne voulait peut-être pas expliquer. Emmeline ne parlait jamais. Elle ne signait jamais, n'écrivait guère plus que son nom. Elle n'avait pas de livre, pas d'éducation formelle, pas de mots. Et pourtant, il y avait des jours où il semblait qu'elle comprenait plus que quiconque il n'ait jamais connu. Un matin, alors que la vache la plus âgée se tenait seule dans le pâturage sans manger, Silas mit cela sur le compte du froid. Il se promit de la surveiller. Mais Emmeline, elle, agit sans hésitation. Elle apporta de la paille à l'étable de Misba, puisa de l'eau avec des feuilles de menthe du puits et se tint à côté de la vache, lui caressant le ventre en cercle lent et mesuré. Au coucher du soleil, la vache entrait en travail. Elle avait su. D'une manière ou d'une autre, elle avait su. Silas ne dit rien, mais il l'observa. Cette nuit-là, il ne put dormir. Le lendemain, il essaya de nouveau. Il revint de la ville avec une tension dans les épaules, le poids d'une vieille histoire lourd sur son dos. Le shérif avait parlé à demi-mot, avec des avertissements sur des revendications de terre, des murmures selon lesquels son père avait pris plus que ce qui lui revenait de droit pendant la guerre. Carnage, déplacement, culpabilité, rien de tout cela n'était nouveau, mais cela ne cessait jamais de piquer. Il n'en dit pas un mot à Emmeline. Mais alors qu'il était assis sur les marches du perron, le regard perdu dans le crépuscule tombant, elle vint se tenir à côté de lui. Elle ne parla pas. Elle posa simplement sa main sur son épaule, légère comme une brise, stable comme un souffle. Après un long moment, Silas marmonna.
comment as-tu su que je ressens de la honte pour cette terre? Honte de ce que mon père a fait pour la garder? Les yeux sombres d'Emmeline sondèrent les siens. Puis, lentement, elle leva la main et la posa sur sa poitrine, juste au-dessus de son cœur. Après cela, elle se tourna et marcha vers le vieux chêne où reposait la tombe de son père, silencieuse sous le ciel du Texas. Elle n'avait jamais lu la pierre, jamais posé de questions, et pourtant, elle savait. Cette nuit-là, Silas se tourna et se retourna dans son lit, transpirant à travers un rêve de tirs de canon et de collines calcinées. La voix de son père s'éleva de la fumée, rude, fière, tremblante. Je t'ai donné la terre, Silas, et je t'ai donné le sang qui est dessus. Silas se réveilla en sursaut, sa respiration bruyante dans le calme. Et puis, il la vit. Emmeline était assise sur une chaise près de l'âtre. Elle avait allumé une seule bougie. Dans la lumière vacillante, son profil semblait sculpté dans l'ombre et la grâce. Sur la table, à côté de la bougie, se trouvait un mouchoir bleu, délavé, bordé de dentelles cousues à la main, celui de sa mère. Silas ne l'avait pas vu depuis 10 ans. Il était enfermé dans un coffre en cèdre que personne d'autre ne touchait. Il se redressa. Comment? Emmeline ne le regarda pas. Elle se leva sans un bruit et se dirigea vers la porte. Elle n'avait pas besoin d'explication. Elle avait entendu ce que nul autre ne pouvait entendre. Pas des mots, pas des souvenirs, mais la douleur, le chagrin, le poids silencieux de la culpabilité pressée entre les côtes, le son lancinant du cœur d'un homme qui se brise quand il est trop fier pour le laisser entendre. Et dans son calme, elle répondait, elle entendait. Et pour la première fois de sa vie, Silas eut peur. Non pas pour sa terre, ni pour son héritage, ni même pour son âme. Il craignait de perdre la seule personne qui savait ce qu'il ressentait avant même qu'il ne dise un mot. Le premier murmure vint de la femme du forgeron. Elle dévisage le bétail trop longtemps, dit-elle en pliant des torchons sous le porche, la voix basse mais acérée comme du fil de fer, comme si elle savait lequel allait tomber le prochain. À la fin de la semaine, ce fut le fils du prédicateur qui jeta de l'huile sur le feu. Elle a touché notre chèvre, raconta-t-il à un cercle d'oreilles curieuses. Et 2 jours plus tard, elle a mis bas trop tôt. Ce n'est pas naturel. Personne n'avait jamais entendu Emmeline parler. Et moins elle donnait de mots, plus la ville semblait avide de remplir le silence à sa place, avec de la peur. À l'épicerie, une femme tira son enfant derrière elle quand Emmeline passa, même si elle venait seulement chercher de la farine. À la poste, quelqu'un cracha près de ses pieds. La plupart du temps, elle gardait la tête basse. Elle ne sciait jamais. Mais Silas voyait la façon dont ses doigts se crispaient plus fort autour du panier dans ses bras, et comment ses pas devenaient plus silencieux, comme si elle essayait de disparaître d'un sol qui refusait d'oublier. Il ne lui en parlait pas, et elle ne demandait jamais pourquoi le monde ne supportait pas de voir une bonté tranquille. Mais un après-midi, quand le fils d'un ouvrier de ranch fut pris d'une fièvre brûlante, le visage rouge et pris de convulsions dans son sommeil, ce ne fut pas le médecin qui vint. Ce fut Emmeline. Elle entra doucement dans la grange où l'enfant reposait. Elle ne demanda pas la permission. Elle s'agenouilla simplement à côté du lit, posa une main sur la poitrine du garçon, puis sur son front, et ferma les yeux. Quand elle les rouvrit, elle sortit,
coupa 3 sortes d'herbes du mur de séchage de Silas, lavande, grande camomille et tabac de lapin, et revint avec un linge chaud. Le garçon but l'infusion en silence. Au lever du soleil, il était assis, de nouveau affamé. Sa mère pleura, serra la main d'Emmeline avec des remerciements tremblants. Mais le lendemain, on l'entendit murmurer au puits. Elle n'a pas demandé quels étaient les symptômes du garçon. Comment a-t-elle su? Comment a-t-elle su? La peur n'était plus silencieuse. 3 jours plus tard, ils vinrent avec des torches, non pas allumées, mais portées comme des promesses. 8 hommes et femmes, leurs bottes soulevant la poussière, se tenaient à la porte de la ferme de Silas. Le plus âgé d'entre eux, M. Withers, un homme dont la propre fille ne lui parlait plus depuis des années, s'avança. « Nous voulons qu'elle parte, dit-il. Cette fille entend des choses qu'elle ne devrait pas. » Silas se tenait à l'entrée de la grange, les bras croisés sur sa poitrine. Il ne s'était pas rasé depuis des jours, et son visage était dur comme la charpente derrière lui. « Elle est muette, dit-il. « Ce n'est pas la même chose que sourde, rétorqua Withers. Elle voit ce qui va arriver avant même que le ciel ne change. Elle parle aux animaux comme s'ils lui répondaient. Un de mes bouvillons est mort la semaine dernière, et c'est la seule qui l'ait touché. Tu crois qu'elle l'a maudit? Moi, je crois qu'elle est maudite. Un point, c'est tout. Un murmure parcourut la foule. À l'intérieur de la maison, Emmeline se tenait derrière le rideau. Elle avait entendu le gravier crisser sous leurs bottes. Elle avait vu leur visage tordu, non pas par la haine, mais par quelque chose de pire. La certitude. Elle se déplaça pour ouvrir la porte, mais Silas leva la main. Il s'avança, ses bottes s'enfonçant légèrement dans la boue dégelée, et leur fit face. Elle a sauvé la vie d'un enfant. Peut-être que c'est elle qui lui a donné la fièvre en premier lieu, cracha une femme. Silas n'éleva pas la voix. Il n'en avait pas besoin. C'est la seule personne que je connaisse qui écoute, dit-il. Pas avec les oreilles, avec ses mains, avec son souffle, avec toute son âme. La foule se tut. J'ai vécu 35 ans, continua-t-il, la voix basse mais inébranlable, et je peux compter sur les doigts d'une main le nombre de personnes qui m'ont vraiment entendu. Pas seulement mes mots, mais mes silences, mes regrets, mon chagrin. Et elle l'a fait, sans dire une seule chose. Il se tourna légèrement, son regard balayant l'assemblée. Vous voulez chasser quelqu'un parce qu'il est différent, parce qu'il voit le monde que vous avez trop peur d'affronter? Très bien. Mais il faudra d'abord me passer sur le corps. Bobby Withers ouvrit la bouche, puis la referma. Personne ne bougea. Puis, lentement, la foule se dispersa, les torches inutilisées, les bottes lourdes. Cette nuit-là, la ferme était silencieuse, à l'exception du vent. À l'intérieur, Emmeline posa une marmite de cidre chaud sur le feu, puis s'installa à côté de Silas à la table. Elle ne signa pas, n'écrivit pas, ne le regarda même pas. Mais après un moment, elle tendit la main et posa ses doigts sur la sienne. Ce n'était pas un remerciement, c'était une reconnaissance. Il tourna sa paume vers le haut, enroula doucement ses doigts autour des siens. Et ensemble, dans le calme, ils écoutèrent le crépitement du bois, le murmure de la nuit, et le lien qui grandissait entre deux âmes qui n'avaient jamais eu besoin de mots pour se parler. La première neige de décembre tomba, calme et lente,
comme si quelqu'un étendait une couverture sur tout ce qui avait brûlé ou été brisé. Emmeline se tenait près de la fenêtre de la cuisine en rondin, ses doigts passant une aiguille à travers des chutes de vieux tissus, des pièces de cuir, des poignets de laine, la doublure d'un vieux manteau que Silas ne portait plus. Elle confectionnait une cape, non pas pour elle, mais pour lui. Elle n'avait pas besoin d'entendre le vent pour savoir que le froid arrivait. Silas l'observait depuis la porte de la grange. Elle se déplaçait avec détermination, chaque mouvement délibéré. Elle n'avait pas de mots, mais dans les semaines qui avaient suivi le départ des villageois et sa décision de la garder, son monde avait retrouvé un rythme. Elle préparait le café chaque matin avant que le ciel ne devienne gris. Elle tapissait le poulailler d'aiguilles de pin. Elle brossait les chevaux en longs cercles et dressait les poulains d'un an avec des gestes qu'aucun cow-boy n'avait jamais songé à essayer. Il n'avait jamais vu des animaux réagir ainsi à quelqu'un. Elle se tenait immobile juste assez longtemps pour qu'un poulain craintif s'approche, puis elle levait une seule main, lente et ouverte, et attendait. Et d'une manière ou d'une autre toujours, ils écoutaient. Le silence de la ferme ne ressemblait plus à de la solitude. C'était de l'écoute. Un après-midi tardif, Silas partit à cheval vers la crête, vérifiant les clôtures avant la tempête qu'ils savaient tous deux imminente. La lumière commençait à peine à baisser quand son cheval sursauta, peut-être à cause d'une pierre instable ou d'une odeur dans le vent, et se cabra. Il fut projeté violemment, atterrissant l'épaule la première sur la terre gelée. Le souffle lui fut coupé. Pendant un instant, il ne sentit rien d'autre que la pulsation lancinante de la douleur, là où son bras avait heurté une racine saillante. Il se releva en chancelant, saignant du coude. Le ciel s'assombrissait rapidement. Il enroula un tissu autour de la blessure et tenta de marcher. Mais chaque pas envoyait une douleur aiguë à travers ses côtes. Quand il arriva en titubant dans la cour, la dernière lueur du jour avait disparu. Emmeline jaillit de la cabane avant même qu'il n'ait pu frapper. Elle l'avait senti, ou peut-être l'avait-elle simplement su, l'un de ces étranges et insondables instincts que personne ne pouvait expliquer. Elle l'aida à entrer, l'installa près de l'âtre et, de ses doigts délicats, retira le tissu de sa blessure. Son front se plissa tandis qu'elle s'affairait. Elle apporta de l'eau, nettoya la plaie et y pressa un cataplasme d'achillée et de sève de pin. Il la regardait. « Tu sais toujours, » murmura-t-il. Elle croisa son regard. Puis, sans crier gare, elle porta la main de Silas à son visage, avant de presser ses lèvres douces et chaudes contre le bord de la blessure. Silas s'immobilisa. Le feu crépita, et la pièce sembla retenir son souffle. Emmeline ne dit rien. Elle ne sourit pas. Mais quelque chose passa entre eux, comme une porte s'ouvrant dans le silence. Plus tard, alors que l'orage grondait et que la neige poudrait les vitres, Silas était assis en face d'elle à la table. Il avait pris un morceau de papier dans le tiroir de son bureau et avait écrit lentement, avec soin, chaque lettre façonnée avec une signification qui ne pouvait être dite à voix haute. Il tourna la feuille vers elle. On pouvait y lire « Je veux entendre ton cœur, si tu me laisses l'écouter avec le mien. » Mobba. Elle fixa longuement les mots, puis ses doigts s'avancèrent et les touchèrent un par un, comme pour sentir la vérité contenue dans l'encre. Lorsqu'elle leva enfin les yeux, ils étaient humides, mais pas de chagrin. Elle tendit la main par-dessus la table et toucha sa poitrine, une seule fois, juste ce qu'il fallait. Et puis, pour la première fois depuis qu'elle était entrée dans sa vie, elle sourit. Pas un sourire de politesse, ni de peur ou de remerciement,
mais un sourire comme une aurore, comme quelque chose qui se libère après avoir été trop longtemps retenu. Dehors, le vent hurlait, mais à l'intérieur de cette cabane, un silence plus profond que les mots avait trouvé sa voix, et cette voix était chaude, et elle était réelle. Les jours s'adoucirent. L'hiver tenait encore les crêtes, mais entre les tempêtes, la vie revenait peu à peu, et avec elle, autre chose, quelque chose de calme et de constant entre Silas et Emmaline. Elle lui enseigna la langue des signes. L'eau, le feu, merci. Ses doigts dansaient comme des branches dans le vent, et bien qu'il fût maladroit, elle ne riait jamais, se contentant de toucher ses mains pour les guider jusqu'à ce qu'il y parvienne. Il lui apprit à monter à cheval. Elle ne s'était jamais assise sur une selle. La première fois, elle s'agrippa au pommeau, les jointures blanches, mais il marcha à ses côtés, lui parlant à voix basse, bien qu'elle ne pût l'entendre. Elle bougeait avec le cheval malgré tout, sentant son rythme à travers ses os. Ils construisirent une petite pièce attenante à la cabane, mi-abri, mi-refuge. C'est là qu'ils partageaient repas et silence au coin du feu. Ils n'avaient pas besoin de mots. Leur regard en disait plus que le langage ne le pourrait jamais. Ils remarquaient des détails. Elle souriait lorsque les oiseaux se rassemblaient au crépuscule. Elle sursautait au crépitement soudain dans le feu. Elle savait toujours qu'un orage approchait avant qu'il n'arrive. Un soir, il épela une phrase avec des signes hésitants. Tu emplis ce lieu de ta présence. Elle le fixa, puis posa ses doigts sur ses lèvres, pas un baiser, juste un merci, une façon de dire je t'entends, moi aussi. Puis vint la tempête. Silas s'était assoupi près du feu après avoir réparé des clôtures toute la journée. Le ciel avait été calme, aucun avertissement. La lanterne vacillait. Il se réveilla en sentant la main d'Emmaline sur son épaule. Emmaline. Elle tira sur son manteau et désigna la grange. Dehors, le vent avait tourné. Les nuages filaient devant la lune. L'air était lourd, électrique. Dans la grange, les chevaux s'agitaient. Emmaline se déplaçait parmi eux comme le vent, touchant chaque flanc, calme et assuré. Un craquement sonore au-dessus d'eux. Silas leva les yeux. Une poutre se fendait. Il faut les faire sortir! Cria-t-il. Mais elle était déjà en train de mener la jument dehors, signant rapidement le toit va tomber! Maintenant! Ensemble, ils déplacèrent les chevaux vers l'abri près de la maison. La pluie frappait le toit comme des poings. Au moment même où le dernier animal franchissait la porte, la poutre nord céda. Le toit s'effondra là où il se tenait un instant plus tôt. Silas se retourna. Emmaline se tenait là, regardant la grange s'écrouler, les cheveux trempés, la poitrine se soulevant. Il la regarda vraiment. Elle était immobile, ancrée, une partie intégrante du vent et de la pluie, et non séparée d'eux. Comment le savais-tu? Demanda-t-il. Elle toucha sa poitrine, puis désigna le ciel. Il comprit. Elle le sentait. Plus tard, dans la cabane, il lui tendit une couverture et s'assit à côté d'elle. Il prit sa main et épela. Tu appartiens à cette terre. Elle sourit. Puis elle posa sa main sur la poitrine à lui, sur son cœur, et pour la première fois, il sentit son rythme, calme, régulier, réel. Elle n'entendait pas comme les autres. Elle entendait plus profondément, et Silas, à cet instant, sut qu'il avait enfin été entendu, lui aussi. Le vent qui autrefois portait des murmures apportait maintenant des bruits de pas, hésitants d'abord, puis confiants. Quelque chose avait changé dans la ville, au-delà des clôtures de Silas.
Pas bruyamment, pas soudainement, mais en silence, comme commencent la plupart des vrais changements. Le premier fut Tom Weaver, un vacher à l'épaule démise. Le médecin était parti dans l'Est et personne d'autre ne savait comment bander une blessure correctement. Il arriva un matin gris, les rênes dans une main, l'autre bras ballant. Silas l'aperçut depuis le porche. Qu'est-ce que tu veux, Tom? Tom fit un signe de tête au-delà de lui, vers l'endroit où Emmeline était agenouillée près de son carré d'herbe. J'ai entendu dire qu'elle répare les choses sans faire de bruit. Silas acquiesça lentement. C'est vrai. Emmeline s'approcha. Sans un mot, elle examina le bras, ses mains sûres, son front plissé par la concentration. Elle bougeait comme si elle écoutait, non pas des mots, mais quelque chose de plus profond. Quand elle appuya au bon endroit, Tom grimaça, puis soupira. 2 jours plus tard, une veuve vint. Elle n'avait pas dormi depuis des semaines. Emmeline s'assit avec elle au crépuscule, les mains doucement posées sur ses épaules jusqu'à ce que les tremblements cessent. Le lendemain matin, la femme revint avec une tourte et une écharpe tricotée main. Pour la fille, dit-elle, celle qui entend plus que nous. Cet hiver-là se passa avec moins de voix qui s'élevaient, moins de noms crachés avec peur. Silas et Emmeline vivaient comme avant, tranquillement, mais maintenant, les habitants qui passaient leur tiraient leurs chapeaux. Certains laissaient des conserves près du portail. Chaque matin, Emmeline écrivait sur l'ardoise à côté de la cuisine. Aujourd'hui sera une bonne journée. Je le sens. Parfois, elle se trompait, mais la plupart du temps, elle avait raison. Et lentement, les gens se mirent à y croire. Puis vint le dimanche qui changea tout. Le gel venait à peine de se lever. La cloche de l'église sonna, et avant que son écho ne se soit estompé, la panique se propagea. Un garçon de 7 ans avait disparu de sa famille pendant les corvées du matin. Une de ses bottes avait été retrouvée près de la lisière de la forêt, rien de plus. Les hommes criaient, les mères pleuraient, les chiens aboyaient. Quand Silas et Emmeline l'apprirent, il attrapa son manteau. Emmeline, déjà à ses côtés, posa une main sur son bras, puis s'agenouilla. Elle pressa ses mains contre la terre, paume, poignet, tout son avant-bras, puis elle avança en rampant, s'arrêtant, traçant des marques subtiles, un caillou déplacé, une brindille cassée. Elle se releva et se mit à marcher. Elle ne regarda pas en arrière, mais ils la suivirent. Silas, puis Tom, puis d'autres. À travers les fourrés, en haut des crêtes, au fond des lits de ruisseaux asséchés, jusqu'à ce que, dans une clairière entourée de cèdres, ils le virent. Le garçon, recroquevillé sous un arbre penché, la cheville enflée, le visage strié de terre et de larmes. Emmeline courut. Elle s'agenouilla, vérifia sa jambe, écarta les cheveux de ses yeux. Puis elle leva les yeux vers Silas, ni fière, ni triomphante, juste soulagée. Quand le garçon fut en sécurité et que l'histoire fut racontée, plus personne ne la traita d'étrange. Ils l'appelèrent par ce qu'elle était vraiment, la fille qui entend avec son cœur. Le vent soufflait lentement ce soir-là, caressant doucement les hautes herbes, comme s'il se souvenait de chaque nom qui avait un jour été murmuré sur cette terre. Des années avaient passé. Le ranch était toujours là, patiné par le temps, plus sage, enveloppé dans le rythme régulier d'une vie sans hâte. Silas marchait un peu plus lentement maintenant, et les cheveux d'Emmeline étaient devenus longs et parsemés de fils d'argent, mais aucun d'eux ne comptait les années en chiffres. Il mesurait le temps en saisons, en moments tenus silencieusement entre deux mains, dans la manière muette qu'a un cœur de dire « Je suis toujours là,
Les enfants venaient presque tous les matins, de la ville, des confins des collines, de lieux où les mots étaient souvent jetés trop vite ou trop facilement oubliés. Ici, ils trouvaient autre chose. Ils apprenaient à écouter, non avec les oreilles, mais avec tout leur être. Ils s'asseyaient avec Emmeline dans le jardin, tandis qu'elle leur apprenait à distinguer la peur de la timidité dans le frémissement du nez d'un lapin. Il se tenait à ses côtés dans l'étable et la regardait poser une seule main sur le flanc d'un cheval, le calmant avec rien de plus que son souffle. Elle n'enseignait pas avec des règles. Elle enseignait avec le silence et avec la façon rare et précieuse dont elle souriait quand il comprenait quelque chose sans avoir à le dire à voix haute. Silas avait construit un banc en bois sous le peuplier derrière la maison. C'est là qu'il s'asseyait la plupart des soirs, lui et Emmeline, épaule contre épaule, regardant le soleil se nicher dans les collines. Ces soirs-là, ni l'un ni l'autre ne parlaient beaucoup. Ils n'en avaient pas besoin. Ils versaient 2 tasses de thé, encore chaude de la bouilloire, et elle prenait sa main, son pouce traçant un rythme lent sur le dos de la sienne. Parfois, il sortait un vieil harmonica et jouait une mélodie sans nom, et elle fermait les yeux et se balançait, comme si elle pouvait sentir la chanson onduleur à travers le crépuscule. Puis, un soir, alors que les ombres s'étiraient sur le champ de blé et qu'un silence tombait sur les arbres, Emmeline se tourna vers lui. Elle avait appris à parler un peu au fil des ans. Pas beaucoup, juste assez pour lire sur les lèvres et former quelques mots prudents. La plupart du temps, elle préférait encore ses mains, mais cette fois, elle parla avec sa voix, une voix peu habituée à être entendue, douce comme une feuille tombant dans la neige. Je n'ai pas besoin du son, murmura-t-elle. Seulement de toi. Silas cligna des yeux. Pendant un long moment, il ne dit rien. Puis il hocha doucement la tête. Sa gorge se serra lorsqu'il répondit « Je t'entends, depuis toujours. » Ils restèrent ainsi jusqu'à ce que la dernière lueur s'éteigne dans le ciel. Le lendemain matin, un nouveau groupe d'enfants arriva. Emmeline écrivit une phrase à la craie sur l'ardoise clouée à côté de la porte d'entrée. Elle le faisait chaque matin comme un rituel. Ce jour-là, on pouvait lire « La journée sera douce, je le sens ». Personne ne demanda comment elle le savait. Il la croyait, tout simplement. Et quand les anciens de la ville parlaient de la fille qui autrefois ne pouvait ni parler ni entendre, ils ne murmuraient plus le mot sorcière. Ils l'appelaient celle qui écoute avec son cœur. Certains secouaient encore la tête, dubitatifs, mais la plupart se contentaient de sourire ou d'acquiescer, ou passaient avec une tourte et restaient assez longtemps pour repartir avec quelque chose de plus doux dans la poitrine. Cet hiver-là, un garçon se perdit pendant une tempête de neige. Emmeline s'agenouilla dans la neige devant la grange, pressa ses paumes contre le sol et tourna son visage vers le vent. Puis elle se leva et pointa vers l'ouest. Silas la suivit sur près de 5 kilomètres à travers un bosquet de pins jusqu'à ce qu'il trouve le garçon recroquevillé sous une bûche tombée, vivant, effrayé, mais sain et sauf. Après cela, ils ne la remirent plus jamais en question. La scène finale de l'année trouve Silas et Emmeline marchant ensemble à travers le pâturage. Le ciel était vaste, brossé d'ambre et de lilas. Leurs pas étaient lents, réguliers. Une jument et son poulain paissaient non loin. Le monde était silencieux, mais jamais vide. Ils s'arrêtèrent au sommet de la colline. Emmeline se tourna vers lui, et, pour la première fois, elle rit.
Pas un son fort, mais une ondulation d'air qui secoua ses épaules et illumina son visage comme l'aube. Silas sourit et l'embrassa sur la tempe. Personne ne racontait leur histoire. Elle n'avait pas besoin d'être racontée, car elle était encore en train de se vivre. Et parfois, l'amour le plus vrai n'est pas celui que l'on crie sur les toits, mais celui qui marche à vos côtés en silence, chaque jour, et ne demande jamais à être autre chose que réel. Si votre cœur s'est déjà arrêté pour un regard qui comprenait 100 mots, si vous croyez que l'amour n'a pas besoin d'une voix pour être entendu, mais seulement d'une âme assez courageuse pour ressentir, alors l'histoire de Silas et Emmeline était pour vous. Dans les plaines silencieuses de l'Ouest américain, où le vent et le silence parlent la même langue, un rancher solitaire et une fille que le monde disait sourde ont découvert un langage plus profond que le son, un langage de mains, de regards, de cœur qui savait écouter. Merci d'avoir parcouru ce chemin avec nous. Si les histoires d'amour qui perdurent à travers les préjugés, la douleur et la grâce inexprimée vous touchent, abonnez-vous à la chaîne Histoire d'amour du Far West. Ici, l'amour n'est pas seulement raconté, il est remémoré, il est reconquis, et il résonne longtemps après que le dernier mot s'est estompé. Nous vous retrouverons dans la prochaine histoire. D'ici là, puissent vos moments de calme être pleins, et puisse quelqu'un toujours entendre le cœur que vous portez.